Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette webconférence CARMAT. Elle sera structurée en deux parties. Tout d'abord, la présentation du management représenté ici par Pascal Darbonneau, directrice financière, Stéphane Pia, directeur général, et Christian Latrémouille, directeur des affaires chirurgicales. Vous aurez ensuite la possibilité de poser vos questions à l'écrit et il y sera répondu à la fin de la présentation. Vous pouvez pour cela utiliser le chat qui se trouve en bas de vos écrans. Je passe à présent la parole à Stéphane Pia. Stéphane, je vous en prie. Merci Douchan. Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer la présentation ce soir pour supporter notre augmentation de capital. Donc, ce soir avec moi, comme disait Douchan, j'ai à ma droite Pascal Darbonneau qui travaille avec nous depuis plusieurs années, qui est notre Chief Financial Officer, et Christian Latrémouille, qui est notre directeur des affaires chirurgicales, qui supervise les implantations sur les patients. Donc, alors la mission essentielle de CARMAT, et on s'en approche de plus en plus, c'était essayer de résoudre la crise d'insuffisance cardiaque avancée liée à la pénurie de greffons. Donc, on y reviendra. Il y a plusieurs indications. La première étant le pont à la transplantation, et puis après la solution dite définitive ou permanente, qui est vraiment notre mission première et dont on se rapproche de plus en plus et on en parlera. Donc, le besoin est grandissant, étant donné que la population est vieillissante. Aujourd'hui, alors les chiffres, bien sûr, ils datent maintenant depuis quelques années, mais c'est les dernières publications, mais le nombre de transplantations est en train de croître, mais de toute façon, l'équation reste quasiment la même. Très peu de patients peuvent être traités et bon nombre d'entre eux, grosso modo 200 000, vont mourir dans l'année. Donc, il y a un besoin qui est grandissant et il n'y a pas vraiment de solutions aujourd'hui qui sont utilisées de manière routinière. Donc, CARMAT, comme beaucoup d'autres sociétés dans notre secteur, hein, à peu près tout le monde a commencé en même temps. Donc, après 15 ans de recherche et développement, maintenant, on est dans l'ère de la commercialisation et on est la seule société qui a commencé en 2008 qui est en commercialisation. Les autres sont très en retard. Donc, les étapes clés sont bien sûr la première implantation. Beaucoup se sont interrogés par le temps qu'il a fallu de la première implantation à la deuxième jusqu'à la fin du First in Man. Et ceci est dû au fait que la société avait choisi de commencer très tôt dans l'humain, ce qui était une bonne décision parce qu'en fin de compte, les bancs d'essai sont très utiles, bien sûr, les essais précliniques également, mais la meilleure manière d'apprendre, c'est toujours bien sûr l'interaction avec le corps humain. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait commencé plus tôt et que les implantations sont allées assez lentement. Mais comme vous allez le voir, après, on a connu une forte accélération qui, cette année, bien sûr, s'accélère. Donc, on a créé une production, comme tout le monde, à un certain stade et on a eu le marquage CE en 2020 pour pouvoir également commencer à s'étendre aux États-Unis et passer la barrière des 50 patients l'an dernier, qui est un chiffre important, surtout dans notre domaine où, bien sûr, la recherche est assez lente. Comme je le disais auparavant, on est très content, bien sûr, d'être sur le pont à la transplantation parce que ça nous permet de générer des ventes et surtout d'apprendre. Mais notre but premier, ça reste toujours d'être la première thérapie approuvée pour la thérapie de destination et on s'en approche de plus en plus. Réalisation à date, on a fait 20 implantations au premier semestre, donc c'est une forte croissance par rapport à l'an dernier. Le contraire aurait été bien sûr assez, disons, triste parce qu'on est une forte société en forte croissance, donc on est cette croissance. Deuxième aspect qui est très important, c'est 15 patients recrutés dans l'étude efficace depuis le 1er janvier et on a atteint la moitié du recrutement. Donc, il y a une dynamique très forte en France et on remercie d'ailleurs les centres français. Et notre but, c'est toujours de conclure d'ici la fin du premier trimestre de l'an prochain. On forme également beaucoup de centres hors de l'étude efficace en France, donc des centres dits commerciaux, donc pour les implantations commerciales. 42 centres dans 14 différents pays et c'est 9 de plus que par rapport à 2023. Et on a une traction de plus en plus importante, notamment en Allemagne. Donc, ce qui nous avait freiné l'an dernier, c'est les capacités de production. Donc, aujourd'hui, on a un flux de production qui est contrôlé et qui est stable. Et on a 25 heures ISON en stock au 30 janvier 2024, au 30 juin 2024.
et nous avons levé 33 millions déjà depuis le début de l'année. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en 6 mois, on a généré plus de ventes que l'an dernier sur 12 mois. On a fait plus d'implantations, plus de patients dans l'étude efficace, on a plus de centres formés, plus de pays actifs. Donc, tout va dans la bonne direction et bien sûr, on attend beaucoup de ces 4 derniers mois de l'année parce que la saisonnalité nous a prouvé l'an dernier que la fin d'année est toujours forte et bien sûr, on a de plus en plus de centres. Donc, on attend beaucoup de ces 4 derniers mois. La réaction des centres, bon, on a appelé ça en anglais l'effet wow. Donc, la première implantation renforce la conviction que l'adoption d'Ezone va continuer à s'accélérer. Donc, tout le monde est fortement motivé, tout le monde est fortement surpris également par la performance d'Ezone, de manière aiguë comme de manière continue. Le produit donne un support très bon à la recovery du patient, mais surtout, ce qui est intéressant, la qualité de vie qui est unique. Il n'y a pas d'autres dispositifs qui peuvent offrir aujourd'hui cette qualité de vie. On y reviendra un peu plus tard, mais on a un système autorégulé qui demande très peu d'anticoagulation, donc c'est quelque chose d'assez singulier et unique. Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on arrive à très bien sélectionner les patients. Si on était un institut comme un institut hospitalier, on est vraisemblablement un des instituts les plus expérimentés au monde entier sur l'insuffisance cardiaque avancée. Donc, on connaît les patients qui réagiront le mieux à notre traitement. Également, on a une très bonne expérience pour le rétablissement du patient et je pense qu'on peut beaucoup aider et on contribue à aider la recherche et les centres qui travaillent avec nous. La chirurgie, Christian en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est quelque chose de assez tranquille. Hein. C'est très bien fait. On a vraiment un book qui est très précis et qui permet au centre de pouvoir performer l'implantation de manière tranquille. Le produit, bien sûr, est de plus en plus stable, donc on a vraiment un très bon retour d'expérience après cette année complète de commercialisation. Et ce qu'on doit développer aujourd'hui, c'est bien sûr l'apprentissage, c'est aider les centres à créer un parcours patient, parce que même si c'est contre-intuitif, il y a un besoin qui est très important, certes. Il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui et on dit que la première implantation renforce la conviction des hôpitaux, mais l'organisation hospitalière pour une thérapie aussi lourde en termes d'organisation, c'est lent, donc il faut qu'on aide les centres à s'organiser pour pouvoir créer un parcours patient qui soit plus fluide. Donc ça, c'est les enseignements qu'on a eus durant cette première année de commercialisation. L'expérience clinique, donc je vais passer à Christian. Merci Stéphane, bonsoir à tous. Donc le repositionnement de notre système Ezone dans le milieu de ce qu'on appelle l'assistance circulatoire mécanique. Vous avez ces principes généraux avec Saint Cardiaque et l'ancienne génération. Vous avez ce qu'on appelle les BIVAD, qui sont en fait l'adaptation des supports ventricule par ventricule et qui sont pas faits pour aider 2 ventricules, mais qui sont faits pour aider un seul ventricule. Et vous voyez qu'il y a 4 paramètres qui sont à valider. Le côté biventriculaire, le côté pulsatilité et les BIVAD n'ont pas cette qualité-là puisque ces BIVAD développent un flux qui est continu, qui n'est pas un flux physiologique et qui a ses complications propres que l'on a fait disparaître chez Ezone puisqu'on a une pulsatilité qui est parfaitement régulée. L'autorégulation, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'extrêmement important pour coller à la qualité de vie du patient. On rappelle que la qualité de vie, c'est quand même l'objectif de la médecine, de soigner les patients, de traiter le problème et de leur permettre de vivre normalement. Aucun des 2 autres systèmes ne l'a. Et en fait, la notion d'hémocompatibilité est essentielle également puisque c'est elle qui va nous permettre d'abaisser le niveau d'anticoagulation et donc de supprimer ou de faire régresser les effets collatéraux des traitements anticoagulants. Les résultats sont simples. Avec ces 4 qualités-là, on n'a pas d'accidents vasculaires cérébraux invalidants et permanents, ce que l'on a dans les 2 autres systèmes, et on n'a plus les segments gastro-intestinaux des patients sous anticoagulants qu'on a eu notamment avec les BIVAD et les flux continus. Tout ceci pour des modifications biologiques. On est revenu à quelque chose de physiologique avec Ezone, ce qui n'était pas le cas avec les systèmes à flux continu. Alors, les résultats que l'on a, comme l'a dit Stéphane, on a eu une accélération très importante
en fin d'année dernière et depuis le début de l'année, qui nous amène maintenant à plus de 70 implantations humaines, avec des résultats sécurisés sur l'absence de complications dont j'ai déjà parlé, les accidents vasculaires cérébraux et la disparition des troubles digestifs. La prothèse qui, pendant longtemps, on nous a dit qu'elle était destinée aux hommes exclusivement et qu'on a pu implanter 2 femmes, de gabarits d'ailleurs très différents. Une aux États-Unis, elle faisait 1m55. On a pu quand même mettre la prothèse à l'intérieur du thorax dans d'excellentes conditions. Et puis, une autre patiente en Allemagne qui avait un autre gabarit puisqu'elle faisait 1m89. Donc là, on n'avait pas de problème particulier. On a l'âge moyen des patients, vous voyez, est relativement jeune pour ce type de pathologie, 53 ans de moyenne. Ça veut dire qu'on a 2 pics de fréquence. On a d'une part les patients les plus jeunes entre 30 et 40 ans ou autour de 30 ans qui correspondent à une pathologie spécifique que sont les cardiopathies dilatées. Et puis le deuxième pic des patients entre 50 et 60, 65 ans qui correspondent aux cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire en fait des infarctus à répétition qui viennent détruire la fonction cardiaque progressivement. Ce qui est extrêmement important également, c'est que depuis 2 ans maintenant, on est allé chercher des patients de plus en plus sévères, et il y en a de plus en plus. Des patients, 1 patient sur 2 correspondent aux classifications Intermax 1 et 2. Ce sont des classifications de collèges américains qui supervisent ces assistances circulatoires. Et les patients Intermax 1 sont des patients qui vont mourir dans les 48 heures ou dans les jours qui suivent si on ne fait rien. Et avec de plus en plus, on opère ces patients-là en leur mettant un petit système transitoire pendant quelques jours qui permet de stabiliser, d'améliorer la situation et ce qui nous permet à nous, à ce moment-là, de basculer sur l'implantation du cœur Ison avec des résultats extrêmement intéressants. Et par ailleurs, pour l'instant, comme l'a dit Stéphane également, les patients sont implantés en attente de transplantation cardiaque. C'est un passage obligatoire pour valider la durabilité et la fiabilité d'un système qui technologiquement est quand même très sophistiqué et qui nous permettra, on espère tous bien sûr, dans un avenir le plus proche possible, de passer en implantation définitive en destination therapy. Au total, sur les patients implantés, on a actuellement pratiquement une vingtaine de patients qui ont été transplantés dans d'excellentes conditions, puisque leur état général a été corrigé grâce à la prothèse Ison, et on a encore entre 15 et 20 patients qui vont pouvoir bénéficier d'une transplantation dans les semaines qui viennent. Donc un flux qui est extrêmement actif et qui permet de tirer tout le bénéfice de cette prothèse pour aborder la transplantation dans d'excellentes conditions. Alors, c'est vraiment... Avec le temps, on a amélioré beaucoup de choses. Comme le disait Stéphane, on est sans doute au monde une équipe qui discute des dossiers d'insuffisance cardiaque terminale pratiquement tous les jours. Et bien sûr, cela s'en ressent sur la qualité de ce qu'on peut faire. La procédure chirurgicale est désormais bien rodée, d'autant plus qu'on a pu aller de plus en plus loin avec la sélection des patients. Une préparation également des patients à la chirurgie. Quelquefois, c'est très important de pouvoir les préparer. On constitue également une équipe de proctors, d'autres chirurgiens qui sont des chirurgiens en activité clinique et avec lesquels je travaille et que je cherche à former pour l'avenir dans de très bonnes conditions. Également des grands progrès en termes de validation anatomique préopératoire pour être sûr que la prothèse tienne bien dans le thorax du patient qui va en avoir besoin, grâce au travail des équipes d'imagerie, à nos ingénieurs qui ont permis également d'affiner un certain nombre de paramètres. On améliore en permanence cette analyse préopératoire de ce qu'on appelle l'anatomic fitting. La procédure chirurgicale maintenant est également bien rodée, on connaît les risques, les écueils, et on a mis le doigt sur tout ce qui était important pour améliorer tout ça. Et à l'arrivée, comme toujours, quand il y a une chirurgie satisfaisante avec une bonne préparation, on a une récupération rapide des patients qui surprend de plus en plus d'ailleurs les réanimateurs avec lesquels on travaille, avec des patients qui sont très souvent extubés dès le lendemain de l'opération, de plus en plus fréquemment. Alors à l'arrivée, bien entendu, mais le résultat de cette hémocompatibilité de la prothèse, de la régulation automatique, permet aux patients de coller finalement à une activité quotidienne
la plus normale possible. Le fait d'avoir une composante biologique importante avec, sur ces éléments biologiques, on a des cellules du patient qui viennent coloniser cette partie biologique, et ces cellules du patient sont à l'origine du fait de pouvoir réduire considérablement l'anticoagulation et donc de réduire, voire de supprimer les effets indésirables d'un traitement anticoagulant que les médecins connaissent bien. Par ailleurs, tout ceci s'accompagne d'un système externe de batterie qui permettent de donner une autonomie de l'ordre de 6 heures aux patients quand on a un débit cardiaque de 6 litres minutes dans d'excellentes conditions, et cette grande facilité donne une qualité de vie aux patients qui est importante. Alors, le soutien durable, effectivement, c'est un mode automatique qui s'adapte en permanence, c'est-à-dire que finalement la prothèse travaille toute seule, donc il n'y a pratiquement plus d'intervention humaine derrière pour modifier les paramètres, et c'est un gage de qualité puisqu'en fait elle s'adapte en temps réel à la situation du patient. Donc à l'arrivée, on se retrouve avec une qualité de résultat, j'ose le dire, qui est incroyable pour un médecin, un clinicien. Toute une carrière de clinique, je peux vous assurer que c'est une qualité de vie qui est vraiment incroyable et qui s'améliore en permanence, et ce qui permet à de plus en plus de patients de retourner chez eux 6 à 8 semaines après l'implantation dans des bonnes conditions. Ils ont été formés et ils savent faire ce qu'il faut pour changer leur batterie, pour faire les soins de peau, de la ligne de connexion, etc. Donc c'est un vrai progrès de qualité clinique. Donc le retour d'expérience que l'on a d'ailleurs de l'ensemble des équipes, il est vrai, comme Stéphane le disait tout à l'heure, elles ont toujours un petit peu de mal à franchir le premier pas, d'implanter le premier patient. On peut le comprendre parce que il faut qu'ils nous fassent confiance, mais faire confiance sur un domaine comme ça, c'est pas automatique. Ils se discutent entre eux, etc. Nous, on a beau être convaincus de la qualité de ce qu'on peut proposer, faire le premier pas, on peut concevoir que ce soit difficile pour l'engagement de chaque équipe vis-à-vis du patient ou de sa famille. Mais l'ensemble des éléments, que ce soit l'efficacité, la fiabilité, les éléments de sécurité, tous ces éléments se sont améliorés grandement depuis les dernières années. On a aussi bien sûr appris, ce que je vous disais tout à l'heure, à bien sélectionner les patients de mieux en mieux, éventuellement à mieux les préparer. Et du coup, cela nous pousse à trouver des nouvelles indications pour implanter ce système. Et il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut franchement intégrer EIZON dans un arsenal thérapeutique qui devrait être de plus en plus facile à utiliser. Et ça, c'est une notion qui progresse petit à petit. Et on se rend compte que les équipes qui ont déjà implanté 4 ou 5 patients changent quand même complètement de paradigme et sont prêts à partir sur ces nouvelles indications pour le grand bénéfice des patients, avec des résultats à 6 mois et à 1 an qui sont très bons, qui sont vraiment très bons et en voie d'amélioration. Je repasse la parole à Stéphane. Alors, développement commercial, même si on connaît une dynamique très forte et en dessous de l'objectif initial annoncé en début d'année, on l'a dit, comme l'a répété également Christian, même si contre-intuitif malgré un besoin important, c'est vrai qu'il faut du temps pour convaincre et surtout également organiser. On a reçu plus de 100 patients qu'on avait identifiés comme des patients qui étaient, disons, bons à la transplantation avec Carmat, et une trentaine ont été ont été implantés Carmat seulement. Donc, il y a encore beaucoup de pertes. Il faut vraiment qu'on aide, qu'on travaille mieux avec les hôpitaux pour pouvoir amener ces patients à la table d'opération. Donc, 79% des hôpitaux formés ont référé des patients. Donc, il y a clairement la volonté de traiter les patients. Mais seulement 44% ont réalisé des implantations. Donc, le premier pas, c'est peut-être c'est l'étape la plus difficile, mais on y travaille. Donc, on a identifié les points bloquants et on va essayer pour ce deuxième semestre de permettre aux hôpitaux qui n'ont pas eu l'occasion de faire leur premier implant de le réaliser au second semestre de cette année. 9 nouveaux sites ont réalisé une première implantation. Donc, le club des hôpitaux Carmat s'agrandit. Donc, ça, c'est ça qui est bien.
Et on a quasiment une implantation par semaine maintenant, donc c'est devenu un flux continu d'implantation chez Carmat. Donc les implantations ont doublé entre le premier et le deuxième trimestre de 2024, donc la dynamique est positive et on entend continuer sur ce trend. Donc la croissance dynamique du réseau international, donc comme on l'a toujours dit, on se focalise. Alors la France est à part bien sûr, parce qu'on est dans le cadre clinique où on a sélectionné 10 centres, mais on se focalise aujourd'hui, même si on a, disons, demandé les enregistrements et les approbations dans beaucoup de pays, comme vous pouvez le voir. On couvre quasiment toute l'Europe de l'Ouest et une partie de l'Europe de l'Est, donc ce qui est très bien pour le futur. Je pense que ça nous donne beaucoup d'opportunités d'expansion. Et aujourd'hui, on se focalise sur l'Allemagne et l'Italie, qui sont des pays qui sont leaders en Europe en insuffisance cardiaque. Et puis, bon, on n'a pas encore l'Espagne, mais on commence à travailler sur l'Espagne. On espère bientôt pouvoir commencer également. Donc, c'est un monde d'opportunités. Il faut juste qu'on arrive à faire ce premier implant dans tous les centres qui ont été formés jusque maintenant. Donc, comme je disais, 42 centres formés en dehors de la France. Donc, c'est beaucoup et on espère vraiment les débloquer dans les semaines qui viennent. Donc, ce qui va également créer l'engouement et la motivation, c'est bien sûr la dissémination de notre expérience clinique. On va y revenir. Il y a 2 étapes à cela. On est dans l'étape qu'on appelle l'evidence-based medicine. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'études publiées sur des cohortes de patients assez importantes avec du recul. Donc aujourd'hui, on présente les cas et certains cas ont été publiés dans des journaux scientifiques. Donc aujourd'hui, Christian a parlé à la SFAR et c'est important en France, c'est un congrès d'anesthésie et ce sont les personnes qui gèrent ces patients en fin de vie et qui peuvent proposer ces patients pour Carmat. Et la salle était comble, donc ça veut dire que c'est très important parce que bon, j'ai commencé ma carrière dans l'anesthésie et c'est très rare de trouver des salles combles, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les anesthésistes, qui est une très bonne nouvelle. Il y a un autre également congrès ces jours-ci à Caen sur l'insuffisance cardiaque. La semaine prochaine, on aura un congrès à Milan, dans l'hôpital le plus important en Italie en insuffisance cardiaque, où on a traité un patient avec Carmat. Après, bien sûr, le congrès européen de chirurgie. Et puis, on finira cette année en France à La Pitié, qui est le plus gros hôpital en termes de transplantation en France. La notoriété est grandissante. Bien sûr, on n'a pas le droit de parler de patients, de nos patients, de montrer des films en France, mais bon, ailleurs, les hôpitaux le font eux-mêmes. Donc, vous voyez qu'il y a une très riche information de la part des centres. Donc là, on voit Düsseldorf, Leipzig, qui est le 3e centre de transplantation en Allemagne. Ils ont fait leur 3e patient la semaine dernière, donc ils sont très motivés. On a cette femme allemande qui a été faite à Brême, je crois. J'arrive pas à lire, c'est petit, mais bon, oui. Et puis, donc, bon, c'est un peu partout comme ça. On parle des patients de plus en plus. Là, c'est la Pologne. Il a été transplanté d'ailleurs au bout de 3-4 mois. Et puis, bon, oui, bon, là, on commence à un peu plus d'exposition un peu partout. Voilà. Donc, Carmat commence à se faire connaître. Efficace. Donc, efficace, c'est peut-être le projet le plus important, en fin de compte, quand on connaît le développement d'une thérapie en médecine. Donc, au début, en dispositif médical, contrairement aux médicaments, on commence pas avec une cohorte énorme de patients parce que bon, c'est pas du tout le même type d'activité, il n'y a pas les mêmes moyens et les mêmes potentiels. En général, on a le marquage CE avec beaucoup moins de patients qu'en pharma, c'est naturel. Et donc, on travaille avec ces petites cohortes pour convaincre les centres. Et puis après, on travaille sur des cohortes plus importantes. Et chez nous, c'est efficace. C'est un peu une étude de phase 4. Et efficace sera clé puisque ça sera probablement une des plus grosses études, les mieux dessinées dans notre domaine avec 52 patients. Donc, ça avance bien. On a annoncé 50% des recrutements, très forte dynamique. Et on attend la finalisation au premier semestre de l'année prochaine pour espérons une publication en fin d'année. Et donc, on a 9 centres qui ont déjà fait au moins une implantation et 8 qui ont déjà réalisé au moins 2 implantations. Et je
crois qu'on compte 3 centres qui en ont déjà réalisé 5. Donc, il y a une très belle dynamique. Efficace, c'est une étude importante, donc comme je disais, mais à plusieurs égards. Donc, premièrement, ça nous permettra bien sûr de développer le parcours patient dont on parlait au début, le remboursement en France et également les États-Unis. Donc, c'est probablement un des catalyseurs les plus importants dans la croissance de la société. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en ligne avec les objectifs. Entre-temps, puisque bien sûr, c'est important d'alimenter les anesthésistes, les cardiologues et les chirurgiens avec des données. Donc, on est en train de travailler sur d'autres papiers en attendant efficace. Et le premier, qui on espère devait être publié très rapidement, ce sera sur les patients à haut risque, qui seront des résultats qui, je pense, changeront un peu la donne pour nous. Donc, le papier, il est écrit. Donc, on va le soumettre normalement d'ici la fin du mois pour revue dans un journal scientifique. En plus, on a sélectionné des patients de premier ordre à travers l'Europe avec un leader de ce groupe de travail qui s'appelle Dr Papalardo. Et donc, son but, ce sera de travailler sur un consensus paper. Donc, ensemble, ils vont revenir vers nous en essayant d'écrire à leurs collègues qu'en absence de traitement, il serait fort intéressant pour eux d'évaluer la possibilité d'utiliser Carmat. Donc, la publication de résultats cliniques d'ISON à partir de 2025. Donc, il a fallu du temps. Donc, je sais que les temps en médecine, c'est long. Donc, ça peut être frustrant, surtout pour les gens qui connaissent pas notre domaine. Mais à un moment donné, ça arrive. Donc, jusque maintenant, comme je disais, il y a 2 composantes, comme en pharmacie. Il y a push-pull. Donc, c'est pousser la thérapie. Ça, c'est en général le début. C'est le partage d'expérience clinique. Quand il n'y a pas de données vraiment publiées, c'est le bouche à oreille, c'est le soutien des médecins. Puis après, quand on génère des données cliniques qui sont publiées dans des peer review journals, comme on dit, donc ça s'appelle l'évidence clinique, eh bien là, c'est pool, donc ça veut dire que les patients arrivent directement à nous. Donc une fois que Efficace sera publié, il sera lu par les médecins, et une fois que les médecins l'auront lu, ils enverront plus facilement des patients au traitement, donc on n'aura plus besoin, nous, d'aller dans les hôpitaux pour chercher des patients. Et le but, bien sûr, ultime, c'est d'être dans les guidelines, donc d'insuffisance cardiaque pour que ça devienne une thérapie, je dirais, de référence. Donc, les résultats cliniques d'ISON, ça sera un moteur d'une adoption croissante pour les chirurgiens. Production et finances, donc je passe la main à Pascal. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, en ce qui concerne la production et les finances, en commençant par la production assez rapidement. Donc, je le dis à chaque fois, mais avant de pouvoir vendre des cœurs artificiels, il faut les produire et nous les produisons nous-mêmes. Nous avons notre propre site de production. Et vous le savez, par le passé, comme toutes les sociétés dans le secteur de la medtech, on a pu avoir nos challenges de production. Et la bonne nouvelle de 2024, et ça avait déjà démarré dans le courant de l'année 2023, c'est qu'on arrive maintenant à une production nominale progressivement, et on a eu au cours, depuis le début de l'année 2024, un flux absolument continu de production sans difficulté majeure, qui nous a permis d'avoir en permanence un stock de cœurs artificiels suffisant pour pouvoir répondre à la demande. La deuxième chose, c'est qu'on poursuit bien évidemment nos efforts d'amélioration continue des processus de production, et on continue à travailler très étroitement avec nos fournisseurs et nos sous-traitants qui sont très nombreux pour renforcer ce socle de supply, comme on dit, de supply chain, avec l'objectif ultime, bien entendu, vous le savez, c'est de réduire également le coût de production de notre prothèse. C'est un facteur très important pour atteindre le point de profitabilité et on y travaille de manière continue et progressive. Juste pour mémoire, on avait, je vous le rappelle, ouvert un second bâtiment de production en fin d'année dernière sur notre site industriel de Bois d'Arcy. Donc la production des cœurs artificiels aujourd'hui se fait sur 2 bâtiments sur ce site de production, et on a une capacité de production d'environ 500 cœurs par an, mais la production effective, bien évidemment, est adaptée en fonction de la demande, à la hausse ou à la baisse, en fonction des périodes. Et le moment venu, on sera prêt pour étendre encore notre capacité de production lorsque ce sera bien évidemment nécessaire. Donc, la production, clairement, est une des bonnes nouvelles pour nous de l'année 2024.
Alors, autre bonne nouvelle, c'est les ventes. Stéphane en a parlé. On a généré au premier semestre un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros. Alors, ça peut sembler modeste, mais c'est déjà un chiffre qui est supérieur à l'ensemble du chiffre d'affaires généré pour l'ensemble de l'année 2023. Donc, on a une belle dynamique. Et ce qui nous rend encore plus satisfaits de ces résultats, c'est qu'effectivement, on a généré donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre et 2,3 millions d'euros au second trimestre. Ça veut dire qu'on a une belle dynamique d'un trimestre à l'autre. Et ce qui nous permet aujourd'hui, en fonction de ces résultats et également de tous les éléments dont on peut avoir connaissance par ailleurs, d'anticiper une prévision annuelle de chiffre d'affaires de l'ordre de 8 à 12 millions d'euros pour 2024. Alors, voilà, c'est un peu inférieur à ce qui était prévu initialement, mais ça représente quand même une croissance de x3 à x4 par rapport à l'année dernière, donc une croissance qui est évidemment extrêmement significative et qu'on compte bien poursuivre. Alors, pour une société comme la nôtre, je le dis à chaque fois également, voilà, la structure financière est importante. On est une société qui est encore en phase de développement, ce qui veut dire qu'on ne génère pas encore d'argent, on n'est pas encore au seuil de rentabilité, et il nous faudra encore plusieurs années pour arriver à ce seuil. Et donc, on doit naviguer jusqu'à ce point de rentabilité, et on a joué, et on continuera de jouer sur 3 axes principaux, bien évidemment. La réduction progressive du cash burn, donc la fameuse consommation de trésorerie dans le cadre de l'exploitation et des investissements de la société. Donc, on a un plan pour réduire progressivement ce cash burn au cours des prochaines années, qui se fonde évidemment à la fois sur le développement des ventes et sur ce qu'on appelle une stricte discipline financière, qui veut concrètement dire que on a un strict contrôle effectivement sur l'ensemble de nos dépenses et de nos investissements, avec une priorisation qui est importante et qui va se poursuivre. On a déjà des bons résultats dès cette année, puisqu'effectivement au premier semestre de cette année 2024, notre consommation de trésorerie est en baisse de 17% par rapport à celle du premier semestre 2023. Premier résultat intéressant. Le deuxième levier sur lequel on a travaillé, c'était notre dette. Je reviens rapidement là-dessus. On a restructuré notre dette en début d'année, donc avec l'ensemble de nos partenaires bancaires. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en 2024, en 2025, on aura très peu de remboursements à faire. Ce qui veut dire que la trésorerie que l'on aura, on pourra la consacrer essentiellement à notre business, à notre exploitation et à nos investissements. Et en 2026 et 2028, on doit commencer à rembourser des sommes plus importantes, mais du fait de l'équitisation, c'est-à-dire la transformation progressive de la dette en action que l'on a mise en place avec pour notre plus gros emprunt, qui est celui contracté auprès de la BEI. Donc, grâce à cette opération, on devrait pouvoir réduire de manière significative les remboursements en trésorerie, ce qui, là encore, va nous aider à préserver notre trésorerie pour investir dans le business plutôt que dans le remboursement de nos emprunts. Et enfin, troisième axe, bien évidemment, il faut qu'on se finance, malgré tous ces efforts, qu'on continue à se financer. On a fait par le passé différentes levées de fonds. On a aussi eu appel donc à l'emprunt, fait appel à l'emprunt et bénéficié d'aides, notamment dans le cadre des plans santé, des plans d'État ou gouvernementaux. Encore cette année, on a déjà, Stéphane vous l'a dit, déjà levé 33 millions d'euros depuis le début de l'année. Mais notre horizon financier est aujourd'hui court, puisqu'il se situe à la fin de ce mois, fin septembre 2024. Et donc, on va procéder à de nouvelles augmentations de capital. Très prochainement, j'y viens, et puis à d'autres dans le futur. On a un besoin de financement à horizon de 12 mois qui est de l'ordre de 45 millions d'euros. Et donc, dans le cadre de ces augmentations de capital que l'on va réaliser au cours des prochaines années, eh bien, il y en a une qui a été annoncée ce matin même. Donc, vous avez probablement eu cette information par notre communiqué de presse et par voie des médias. Donc, il s'agit d'une augmentation de capital par voie d'offre au public, ce qui veut dire qu'elle est ouverte à tous, à la fois aux investisseurs institutionnels, bien sûr, mais également aux particuliers. Et cette fois-ci, pour effectivement, à la demande de nombreux particuliers qui souhaitent souvent participer à nos levées de fonds, eh bien, on a établi un délai de priorité au profit des actionnaires existants, ce qui veut dire que si vous êtes déjà actionnaire de Carmat, eh bien, vous pouvez participer à cette opération au prorata de votre participation existante dans notre capital social. Alors, le délai de priorité, il est de 7 jours, donc il commence aujourd'hui. Le prix de souscription
de l'action est de 1,60 €, ce qui représente une décote de plus de 20% par rapport au cours de ces derniers jours. Et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a une parité pour les actionnaires existants qui est de 5 actions nouvelles pour 28 actions existantes. Donc, si vous avez 28 actions existantes, vous pouvez souscrire automatiquement et vous serez automatiquement servi à hauteur de 5 actions si vous le souhaitez. Et je précise, parce qu'on a déjà eu la question, si vous avez, par exemple, une seule action, de toute façon, vous aurez le droit de souscrire au moins une action. Donc ça, c'est garanti pour l'ensemble des actionnaires. Alors, le montant cible de cette augmentation de capital est d'un peu plus de 10 millions d'euros, avec, pour ceux qui nous connaissent et qui connaissent un petit peu les augmentations de capital, un minimum de 7,7 millions qui correspond à 75% de ce montant, et un maximum, puisqu'on a des clauses d'extension, et qui peuvent aller, un montant maximal qui peut aller jusqu'à 13,6 millions d'euros. Et dès le départ, on a déjà ce qu'on appelle des engagements de souscription. Donc, certains actionnaires nous ont déjà confirmé à titre ferme qu'ils contribueraient à cette augmentation de capital à hauteur de 6,7 millions d'euros, dont, je le souligne, c'est important, 2 de nos investisseurs de référence historiques, Loas et Santé Holding, qui nous suivent depuis très longtemps et qui marquent à nouveau leur confiance dans la société aujourd'hui en investissant à nouveau sur cette nouvelle augmentation de capital. Cette levée va nous permettre de nous financer à horizon de quelques mois, au moins jusqu'à la fin de 2024. Et comme je l'ai dit, notre besoin à 12 mois ensuite est de 45 millions d'euros. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais vous avez toutes les informations sur notre site qui est mentionné sur l'écran. Voilà. Et je vais repasser la parole à Stéphane pour les perspectives. Merci Pascal. Donc les perspectives, donc le marché, bon, il est grand, donc je pense qu'on peut en débattre pendant des années, la taille réelle, mais en tout cas il est très grand, donc c'est pas le sujet. On revient du Congrès européen d'assistance mécanique la semaine dernière. Donc Carmat, c'est clairement une technologie unique et on a vraiment un avantage compétitif énorme, et les autres sont très lents en termes de développement. Donc je pense qu'on sera seul pendant longtemps, mais surtout, même pour les projets potentiellement compétitifs, je pense qu'on n'a pas vraiment de compétition. Surtout au niveau clinique, donc on est vraiment tout seul, donc c'est vraiment à nous de faire en sorte de développer le marché. Là où on doit travailler, c'est le parcours patient, c'est la difficulté aujourd'hui, c'est vrai pour toutes les nouvelles thérapies, et c'est d'autant plus vrai que le Covid a marqué vraiment l'organisation des hôpitaux à travers l'Europe, et donc c'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui, mais on n'a pas de doute qu'on arrivera à débloquer la situation dans tous les hôpitaux. Et puis, bien sûr, c'est travailler sur la production, les coûts et la qualité. Donc, les principales étapes créatrices. Et c'est la première fois qu'on est, je dirais, dans cette situation, parce que normalement, on a une nouvelle, on fait une levée de fonds, et puis on travaille pour la prochaine nouvelle. Et je pense que tout le travail qui a été fourni depuis le début de l'étude pivot en 2016, il va commencer à donner des fruits, et des fruits qui sont très importants. Alors, je vais déjà rappeler les objectifs stratégiques de la société. C'est bien sûr développer la société au niveau commercial en Europe, après accéder au marché américain, et surtout, je dirais, c'est la thérapie de destination, et on en est de plus en plus proche, et tout ça pour avoir une croissance rentable. Donc, comme je disais auparavant, vraiment tout ce qui est nouveau, c'est que là, on a vraiment, surtout pour les gens qui vont décider de rentrer dans l'histoire Carmat aujourd'hui, et pour ceux qui nous ont fait confiance jusque maintenant, je pense qu'on devrait être capable de créer de nouveau de la valeur. Et grâce à ces catalyseurs qui sont importants. Normalement, on avait un catalyseur à la fois. Donc là, on en a beaucoup qui arrivent. Donc, j'ai passé un peu de temps pour dire, bien sûr, il faut des patients et il faut être patient. Mais c'est comme ça qu'on génère de la donnée clinique. Donc, je suis heureux de dire que on a fini l'écriture de l'abstract pour la publication de l'expérience initiale sur les patients à haut risque qui sont sous oxygénation externe, qu'on appelle le CLS. Et donc, on a été très prudent. Donc, je pense que c'est un changement de stratégie également. C'est qu'on est très prudent sur les objectifs et j'espère vraiment qu'on sera
publié avant le premier semestre, mais bon. Donc, on va soumettre en tout cas, ce qu'on peut vous garantir, le papier d'ici la fin du mois ou le début du mois d'octobre. Donc, ça, c'est la première chose. Également, on est dans des discussions très actives avec la FDA pour pouvoir démarrer. Donc, on est dans les clous et il y a une volonté des deux parties de redémarrer au plus vite aux États-Unis. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle également. Également, on travaille pour faire des patients dédiés à la destination. Donc, ça, c'est vraiment le projet pour lequel, je dirais, Alain Carpentier et Jean-Luc Lagardère, au début de l'histoire, ont investi autant de temps. C'était l'idée d'apporter une solution permanente à ces patients qui ont un besoin sans réponse. On en est de plus en plus proche. On va en parler un peu plus en détail. Et on anticipe les premières implantations définitives au deuxième semestre de l'an prochain. Et le dernier point, mais pas le moindre, comme on dit en anglais, c'est la publication d'efficace. Alors, il faut bien sûr qu'on finisse l'étude en début d'année. Pour l'instant, on est dans les clous. On a encore écrit au centre il y a 2 jours pour les remercier, mais pour leur dire qu'il fallait maintenir la pression. Donc, ça, c'est bon. Les États-Unis, bon, c'est recommencer la deuxième cohorte au T1 de l'année prochaine, 3e trimestre, et de compléter l'EFS. Alors, il est limité à 10 aujourd'hui, mais bon, rien ne nous empêchera de continuer, on verra. Et de mettre efficace en plus de l'EFS afin de pouvoir faire une demande d'accès au marché américain pour 2027. Alors, la destination, on pense être le dispositif, et je pense vraiment qu'on est le dispositif le mieux positionné pour la thérapie de destination, même si on prend les projets en développement, outre les projets existants qui n'ont pas vraiment convaincu la communauté scientifique. Donc, il faut 3 éléments pour pouvoir prétendre à la thérapie définitive. Bien sûr, on ne veut pas que les patients ne veulent pas avoir l'épée de Damoclès sur leur tête quand on leur donne un nouveau traitement. Donc, ça, c'est mission remplie pour Carmat, puisque sur plus de 70 patients et plus de 27 ans de support cumulé, nous n'avons jamais expérimenté d'accidents vasculaires cérébraux invalidants ou durables, et on n'a pas eu d'hémorragie gastro-intestinale. Ça, je pense que personne n'a été capable de le faire jusque maintenant, mais on a de forts doutes quant à la capacité des projets en développement, s'ils arrivent au bout, de pouvoir faire la même chose. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on est vraiment dans une position unique. Après, comme disait Christian, ça a toujours été mon mantra également quand j'ai développé d'autres thérapies en sciences cardiaques, c'est ce que je disais, la carte gagnante, c'est pas de faire survivre le patient, mais de le faire vivre. Donc, il recouvre sa qualité de vie initiale. Et là également, pour ceux qui ont la patience et l'intérêt, je vous invite à aller sur Internet. Il y a Google Translate, mais vous verrez tous les films sur LinkedIn et sur YouTube. Sur tous les patients, vous mettez Carmat Bremen, Carmat Leipzig, Carmat tout ce que vous voulez, et vous verrez des patients qui sont très heureux. Donc, meilleure qualité de vie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif plug and play, ce qui est assez unique. Donc, on le branche et en général, je ne vais pas nier que des fois, on peut avoir quelques problèmes techniques, mais c'est de plus en plus rare. Et pour la plupart des patients qu'on a traités dernièrement, et je pense aux patients qu'on a transplantés post-Carmat cet été, qui étaient notamment en France, c'est des patients qu'on n'a plus revus depuis qu'ils ont laissé l'hôpital sans aucun problème et qui ont été rappelés pour une transplantation. Donc, c'est une expérience assez unique. Et je prendrai la cote d'un des patients, je vais pas le nommer bien sûr, mais il est en photo sur une des slides, et il appelle Carmat, il l'appelait, il l'a plus maintenant, sa petite Tesla, parce qu'en effet, c'est un produit qui fonctionne tout seul. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le seul système qui est autorégulé, donc qui offre vraiment la capacité aux patients de pouvoir changer d'attitude et d'exercice. Donc, ils peuvent faire des exercices, de l'activité et après se reposer. La prothèse les accompagne. Il y a un équilibre droite-gauche qui est unique aussi. Donc, on est capable de régler les problèmes pulmonaires potentiels. Donc, on n'a pas un flux unique. On est capable c'est une prothèse intelligente. Et puis, ce qui est important, c'est une faible médication. Et ça offre
une qualité de vie qui est assez importante et inégalée et qu'on va également améliorer dans le temps. Donc, je pense que on a tout pour bien faire pour la destination, mais bien sûr, c'est la durabilité. Et c'est la question qu'on pose pas à Carmat. C'est quand on utilise une nouvelle thérapie, c'est bien sûr, quand il n'y a pas le recul, c'est la question des médecins, mais combien de temps ça dure? Donc, grâce au banc d'essai et à la vie, aux résultats cliniques, on a appris beaucoup et on est content de voir que, en fin de compte, on n'a pas eu beaucoup de choses nouvelles. Ces années ont été très importantes pour nous parce que, vous le savez, on a eu des gros problèmes de qualité au début, ce qui est malheureusement le cas pour toutes les thérapies de dispositifs médicaux, c'est comme ça. Donc, on a dû faire beaucoup de travail sur l'électronique et on est content de pouvoir dire aujourd'hui qu'on a vraiment trouvé tous les problèmes qu'on avait et on est en train d'y travailler fortement. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants quant à la reprise des implantations dans le cadre de l'étude pivot sur des patients de destination. Donc vraiment, et ça sera un avantage très important pour Carmat, ça nous donnera l'accès à un marché qui est incommensurable. Donc pourquoi investir dans Carmat? Alors maintenant, parce que bon, bien sûr, il y a toujours l'histoire de la valorisation. C'est toujours le problème d'être dans une start-up publique, mais je pense que maintenant, on vous a montré tous les catalyseurs qui vont nous permettre de créer de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. Donc le marché, bon, il est gros. Hein. Comme je dis, on a reçu des centaines de patients à traiter et on est tout petit et on commence. Donc clairement, ça sera l'effet boule de neige. Donc le marché est très gros et celui de la destination encore plus, bien sûr. La technologie, elle est unique et je pense que tout le monde s'accorde à le dire. Il n'y a pas de sujet à propos de ça. On est une vraie entreprise, donc on a vraiment toutes les fonctions. On est indépendant. Bien sûr, il y a un coût, mais il y a également des bénéfices à cela. C'est que on est en train de s'approcher à une vitesse très rapide de nos objectifs de départ après 15 ans de recherche et développement, alors que les autres sont encore dans les animaux ou ont des premières expériences cliniques sur des humains qui sont encore, bien sûr, à analyser. Une accélération progressive des ventes qui est positive. C'est plus lent que ce qu'on aurait voulu, mais on travaille pour revenir sur les projections initiales. Donc, on est très confiant. Et puis surtout, c'est ce que je disais, il a fallu du temps. Malheureusement, c'est le temps qu'il faut quand on développe des thérapies dans le monde médical. C'est lent, c'est de plus en plus lent parce que la réglementation ne nous aide pas. Et également, les gens changent. Je pense qu'il y a une aversion au risque qui est accrue par rapport à il y a 20-30 ans. J'ai commencé à développer des thérapies et Christian également il y a des années. L'attitude n'était pas la même, donc ça n'aide pas beaucoup dans le développement. Mais bon, on a passé toutes ces étapes et maintenant, comme vous avez pu le voir, on a toutes ces étapes importantes qui arrivent très prochainement, que ce soit au niveau clinique, que ce soit au niveau de démarrage de nouvelles études et également le redémarrage aux États-Unis pour commencer la seconde cohorte. Donc, notre objectif ultime, c'est notre vision et on en approche tous les jours et je dirais que c'est de plus en plus palpable. Donc, on veut devenir le premier cœur artificiel, je dirais même la première technologie d'assistance mécanique biventriculaire approuvée pour la thérapie de destination afin de remédier à la pénurie de greffons qui est un problème qui augmente de jour en jour. Donc, je vous remercie et nous allons passer à la séance habituelle des questions-réponses. Merci beaucoup Stéphane et toute l'équipe pour cette présentation qui était très claire. Cependant, on a un certain nombre de questions et naturellement, les premières portent sur le refinancement. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Comment se fait-il que vous ne pouviez pas faire une augmentation de capital plus importante? Chaque augmentation de capital fait baisser la valeur de l'action et cela commence à peser. À quel prix sera faite la suivante? Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est exactement ce que disait la personne, alors que c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Donc, on peut avoir plusieurs visions par rapport à ça. Donc, le fait que le titre soit bas, bien sûr,
ça crée beaucoup de dilution pour les actionnaires historiques. Donc, c'est pas seulement un choix, mais ça a été également peut-être une contrainte. C'est que, étant donné qu'on a beaucoup de catalyseurs qui devraient arriver assez rapidement et recréer de la valeur et nous permettre de lever plus, parce que bien sûr, il y a un ratio fonds levés par rapport à la capitalisation. Donc, on est confiant qu'on va pouvoir amener de bonnes nouvelles très rapidement pour recréer de la valeur. Je sais qu'on regarde toujours l'histoire. L'histoire, elle montre une décroissance très forte. Il y a 8 ans, alors que les temps n'étaient pas du tout suspects, je parlais d'Abiomed. Abiomed, je pense que c'est la même histoire que nous. Ils ont fait la traversée du désert à $1 pendant des années. Ils sont repassés à $414. Donc, comme il est possible qu'une valorisation baisse, elle peut monter également très rapidement. Donc, notre choix, ça a été de nous amener en fin d'année, début d'année prochaine, avec dans l'espoir de pouvoir arriver avec des nouvelles importantes pour revaloriser la société, recapitaliser donc la société à un niveau plus important au niveau de la valeur de market cap, afin de nous permettre de lever plus d'argent et également redonner confiance aux gens qui pourront permettre un pré-commitment plus important pour une opération plus importante et revenir à des opérations comme on a pu le faire. Maintenant, je me rappelle plus des années, mais 2017, 2019, où on était sur des opérations qui nous permettaient de couvrir une année entière. Donc oui, vous avez raison. Faire des levées de grosso modo une année en 2-3 fois, ça met de la pression sur le titre, mais on a confiance en l'avenir très proche en termes de catalyseur pour recréer une valeur plus importante, donc une market cap plus importante pour attirer plus de pré-commitment pour faire une opération plus importante. Donc, c'est un peu le premier élément, je dirais. Et le deuxième élément, il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, il est extrêmement compliqué cette année et les 2 dernières années passées à cause de la performance qui a été très négative dans les fonds d'investissement, notamment dispositifs médicaux, de lever beaucoup d'argent. C'est le premier point. Donc, c'est pas vraiment le bon moment. Et également en France, malheureusement, à cause de l'instabilité politique. Alors, je pense que ça vous a pas échappé. Il n'y a pas beaucoup d'opérations qui sortent en bourse depuis 4 mois. Malheureusement, à cause de ces instabilités, c'est très compliqué de mobiliser beaucoup de fonds. Donc, à cause de tous ces éléments, de toutes ces contraintes, je dirais, on a pensé que c'était mieux avec nos investisseurs historiques d'assurer un financement au moins, et on espère jusque janvier, pour pouvoir préparer quelque chose de différent avec une valorisation plus élevée pour nos actionnaires historiques. Donc, c'est à cause de toutes ces contraintes-là qu'on a travaillé de cette manière-là cette année, en faisant, disons, une levée d'une année en 3 fois. Mais vous avez raison, c'est pas idéal et on espère y échapper la prochaine fois, grâce aux catalyseurs à venir. Merci beaucoup. La question suivante sur les implantations. Bonjour, combien d'hôpitaux sur les 50 que vous avez montré sur une slide ont effectué au moins une implantation dans le cadre commercial? Merci. Alors, dans le cadre commercial, on a 42 hôpitaux, bon, un peu plus comme les publics, on n'a pas updaté après le 30 juin, mais c'est plus qui sont formés maintenant. Mais je pense que c'est une petite moitié, donc à peu près un peu plus de 40% une vingtaine, on fait déjà une implantation. Une vingtaine. Donc c'est la raison pour laquelle on a l'espoir. Vous savez, c'est toujours comme ça, tout arrive à un moment. Donc ça a été assez long du training au premier patient, et on a quand même un stock d'hôpitaux importants qui ont envoyé pour la plupart d'entre eux donc une autre dizaine des patients. Mais bon, pour quelques raisons que ce soit, le patient s'est perdu dans l'organisation. Et on espère vraiment pouvoir commencer tous ces centres qui ont la volonté le plus rapidement possible. Donc, on devrait avoir un effet d'accélération naturellement. Merci. La question suivante. Vous avez mentionné dans l'une des interviews qu'il y avait pratiquement 100 patients qui demandaient, qui étaient sur la liste d'attente et qu'il n'y en avait pas plus de 30 qui ont été réalisés. Pourquoi une telle perte de Alors, ouais, alors il y a beaucoup de raisons et je laisserai Christian. Christian, il travaille beaucoup également parce qu'il est dans les comités de sélection. Très souvent, on est prêt à y aller et puis des fois, ça marche pas parce que soit le patient se dégrade trop vite, parce que bon, le centre, c'est une thérapie qui est très pesante. Elle implique beaucoup de gens
et dans la chaîne de décision également, parce que c'est pas parce qu'un médecin convainc un patient de nous faire un scanner, de sélectionner le patient, que l'administration est d'accord tout de suite. Il faut également trouver du temps dans les blocs. Vous savez, le mois de mai, notamment en France, il est jonché. C'est quasiment un mois mort en France. Hein. D'ailleurs, c'est un mois mort pour le patient aussi, je pense. Il y a beaucoup de problèmes d'organisation. Je pense qu'on a analysé sur ces 70 patients qui ont été sélectionnés pour lesquels on avait donné notre accord, il y a une bonne moitié qui n'ont pas été traités, malheureusement pour eux, pour des problèmes d'organisation et de parcours patient. Donc, soit ils se sont dégradés trop vite, ou soit il y a eu d'autres sujets. Donc, c'est là où on travaille. On apprend en même temps que les hôpitaux et on essaye de justement pallier ce problème qui est d'organisation. Pour moi, c'est le plus gros problème. On l'a plus en France. Hein. Vous voyez, vendredi, Christian va traiter un patient quelque part en France. C'est un patient qu'on a discuté il y a 2 jours, je crois. Donc, en France, maintenant, c'est devenu la routine. Il faut que ce soit vrai partout. Et en Allemagne, on a des centres où c'est devenu la routine. Donc, au bout de 3 jours, on y va, c'est fait. Mais malheureusement, c'est pas encore tous les centres. Donc, il faut qu'on ait de l'organisation. Donc, peut-être tu peux parler de cette déperdition de patients dans le flux. Je pense qu'il y a une notion qui est importante et qu'on ne connaît pas dans le grand public, mais même dans le monde spécialisé. C'est comme quand on enseigne la médecine, on enseigne toujours à un instant T une image figée. Et c'est plus pratique pour comprendre et décortiquer les mécanismes. Mais bien sûr, la réalité, c'est que ça change tout le temps. On vous décrit une cellule à un instant T, mais en fait, à l'instant T, plus quelques centièmes de seconde, c'est plus la même cellule, elle a déjà évolué, etc. Je pense que la situation est exactement la même, encore plus pour des patients qui sont en insuffisance cardiaque terminale, puisque c'est une situation extrêmement labile. Le patient peut aller bien, puis c'est une palissade de dire qu'on va bien jusqu'au jour où ça va plus. Et ça peut tourner en 6 heures, on peut complètement sortir des clous, sortir des indications. Ça, c'est la partie pathologie. Deuxièmement, ce sont des patients qui sont éligibles actuellement à la transplantation. Et pour un certain nombre, ils sont sur la liste d'attente de transplantation. Et notamment pendant l'été, les activités de transplantation se reconcentrent sur les centres qui ont la plus grosse activité et les petits centres transplantent plutôt moins. Et cette accessibilité des gros centres fait qu'on a un certain nombre de patients qui ont été transportés plutôt qu'avoir été implantés par Ison. Et tant mieux pour les patients, c'est une bonne chose. Nous, on est là vraiment pour aider derrière. Donc ça, c'est l'élément important. Effectivement, le troisième élément, c'est un élément organisationnel. Et l'idéal, compte tenu du système de santé global en France et de la situation des hôpitaux, l'accès à la salle d'opération n'est pas si facile et beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était avant la période du Covid, par exemple. Et pour un certain nombre de patients, quand on peut les programmer, c'est mieux. Quand on est en situation d'urgence, on va moins programmer ou on va programmer à 2, 3, 4 jours. Et bien sûr, on vient impacter une activité plus régulière. Et c'est à prendre en considération aussi l'accessibilité à la salle d'opération qui, en France, et pas seulement qu'en France, d'ailleurs en Europe, est quelque chose, un paramètre à prendre en considération. Et le cumul de tous ces paramètres fait que on n'implante pas les 100% de patients qui nous sont adressés, même si on le souhaitait, même si les équipes le souhaitaient. Donc la solution pour ça, on la connaît. Les centres où ils ont je dirais, c'est un peu pompeux de dire ça, mais ils implantent Carmat de manière routinière, un peu comme les 3 centres français où ils en ont fait plus de 5, et puis notamment un centre allemand où ils en ont fait 3 en 2 mois. Une fois que ça fait partie du toolbox, si vous voulez, c'est très rapide. Ils sont organisés, ils savent. Donc, ils disent c'est un patient Carmat, on le fait dans 3 jours. Pour ceux qui commencent ou qui vont faire le deuxième, ils ont tendance à perdre du temps. Des fois, le patient, il est plus traitable, il a plus de traitement, ou autrement, ils n'ont pas de place et puis on oublie, etc., etc. Donc, ça, c'est ce à quoi on travaille. Et une fois qu'on sera dans la routine, il y aura plus de problèmes. C'est une nouvelle thérapie, il faut qu'on l'insère dans l'artillerie des centres. Une fois que c'est inséré, ça se passe tout seul. La preuve en est, vendredi, on va implanter ce patient, c'est le 3e en quelques mois dans un même centre. Et maintenant, pour eux, on l'a discuté, ils nous ont envoyé le patient même lundi, je crois. On l'a discuté lundi soir, on a dit oui, hop, vendredi, c'est fait. Donc, il faut juste qu'on rentre dans l'artillerie des centres et après, une fois, ça se fera de manière automatique. Voilà.
Merci. Une question un peu similaire, mais assez spécifique au fait. Qu'en est-il du Danemark, qui était pourtant un pays qui a déjà participé à l'étude de marquage, si on ne se trompe pas? Oui, tout à fait. Donc, le Danemark, c'était dans l'étude pivot. Donc, on a arrêté l'étude pivot, comme vous le savez, et on va la recommencer pour la destination, la thérapie définitive. Donc, il va falloir qu'on choisisse où on redémarre, le plus près le mieux, et surtout dans des centres avec une grosse activité. Donc, Copenhague, c'est pas un très gros centre, hein, ils font 10 ELVA de l'année. Donc, je pense qu'on va se focaliser sur des centres beaucoup plus gros. Donc, on a déjà un centre approuvé, hein, donc c'est à nous de décider quand, mais on va le faire l'an prochain, comme on l'a dit, parce qu'on veut faire d'autres changements. Donc oui, probablement on pourra redémarrer avec eux, mais aujourd'hui on démarre et on travaille avec des centres qui ont beaucoup plus, je dirais, de volume, premier point, pour le recrutement et pour la qualité. Et le second point également, on est très petit chez Carmat, hein, on n'est pas Abbott ou Johnson & Johnson, donc on va vraiment aller dans les centres qui ont la volonté de faire beaucoup de patients sur une année, pas un seulement. Donc c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui on se concentre notamment sur l'Allemagne, la France et peut-être quelques autres pays bientôt. Merci. La question suivante, financière. Pourquoi encore lors de l'AG, vous avez parlé d'un chiffre d'affaires de 14 millions à fin d'année pour revenir après à une prévision plus conservatrice, un peu comme l'année dernière? Comment expliquez-vous cela? Oui, alors bon, c'est la première année complète. En fin de compte, on a vraiment commencé la commercialisation, je dirais, l'été dernier. Donc là, on a une année. Alors bien sûr, c'est un marché qu'on connaît pas et qu'on est en train de construire en plus. Donc on fait partie de l'assistance mécanique, on va dire, mais on est dans un marché différent de l'assistance mécanique monoventriculaire. On est dans le biventriculaire, donc c'est nouveau sur un marché qu'on connaissait pas. Donc il y a une saisonnalité très forte parce que on engage beaucoup de ressources dans un même hôpital en même temps. Donc ce qu'on a vu, c'est que bon, le début d'année, il est janvier, c'est mort. Le fin d'année, c'est très actif, notamment décembre, avant la fermeture des hôpitaux assez longue. Et puis l'été est également très calme. Donc ça, c'était la première chose qu'il fallait qu'on appréhende un peu mieux. Second point, alors quand on a parlé des 14 millions, alors bien sûr, on a fait comme toutes les sociétés font en général. On a eu des études au préalable qui nous donnaient des chiffres beaucoup plus forts, en sachant qu'on est tout seul, alors qu'on n'était pas tout seul quand on a fait les études, on a Syncardia. Donc, étant tout seul, avec une étude qui nous amenait à aller beaucoup plus haut il y a quelques années, donc on pensait qu'avec 14 millions, ce serait plus que simple. Mais comme le disait, et comme je l'ai dit également, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, et ça, même les médecins en sont frustrés eux-mêmes, l'organisation est beaucoup plus lente à bouger qu'ils ne le pensaient. Donc, je pense que c'est vraiment le vrai aspect. Une fois qu'ils ont passé cette barrière, on le voit en France dans ces 3 centres, ça peut se faire de manière régulière et très simple. Donc, je pense qu'on avait, avec les médecins, sous-estimé ces points bloquants au niveau de l'organisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui va rentrer en place naturellement. Et une fois qu'on aura débloqué cette situation d'organisation dans les centres où on commence à travailler, je pense que la croissance va arriver naturellement. Donc, vous savez, c'est très simple, c'est de l'arithmétique plus les données qu'on avait également pour donner de la couleur à notre forecast. En début d'année, on avait dit, voilà, plus de 40 centres commerciaux, 10 centres efficaces. Si vous faites un implant par centre, grosso modo, en pondérant le prix moyen entre efficace et on fait 50, on va perdre par 200, c'est 10 millions. Donc, et on espérait que certains centres en feraient plus que 1. Donc, on avait mis 50 centres par 1,2 en moyenne, c'est rien du tout. Ça nous amenait à 14. Donc, ce qu'on a appris entre-temps, qu'on n'avait pas anticipé, ni les centres d'ailleurs, ils sont frustrés eux-mêmes à voir les patients mourir. Ou je vais pas donner le nom, mais c'était un centre en Italie. On a mis du temps à discuter la sélection. Tout le monde était d'accord le vendredi. Le patient arrive le lundi à l'hôpital et on nous dit on va l'envoyer aussi en palliatif, il n'est pas assez stable pour être opéré. Bon, maintenant les centres le savent et comme disait Christian, avec une cellule ça bouge, donc le temps c'est de la vie. Donc maintenant les centres on leur dit quand vous nous envoyez le patient et si on est OK, il faut le faire dans les jours qui suivent. Et nous, comme Carmat, on s'est organisé
pour pouvoir faire des patients n'importe où en Europe en 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'il nous faut au moins une journée pour acheminer le produit et être sûr qu'il y a tous les composants pour faire l'opération. Donc aujourd'hui, on est mercredi, que ce soit en Pologne ou je sais pas où, en Europe, on est capable de faire un cas vendredi. Donc ça, c'est ce qui a changé chez nous en termes d'organisation. Donc nous, on est prêts et les hôpitaux en sont conscients. Donc je pense que on va pouvoir maintenant arriver à une accélération des ventes. Mais il est vrai qu'en janvier, 14 millions, ça nous semble même plus qu'à notre portée. On pensait même qu'on pourrait agréablement surprendre le marché. Donc voilà. Donc c'est l'apprentissage. Et il est vrai également que le Covid a beaucoup impacté les hôpitaux. Il y a un problème de staff. Il y a, même en France, il y a un hôpital qui est très gros qui malheureusement n'a pas encore recruté de patients parce qu'ils n'ont pas le staff. Et c'est dans les journaux, etc., etc. Bien sûr, je vais pas les nommer, mais c'est frustrant. Ils sont très gros, ils ont une grosse activité de cardiologie, mais à cause d'un manque de staff, ils sont pas capables de recruter des patients. Donc, on y travaille. Nous, on est prêts, on les aide, et je pense que nous plus eux, avec l'expérience, on va pouvoir accélérer et j'espère arriver très rapidement aux 14 et plus par an. Voilà. Merci Stéphane. Question sur l'aspect industriel. Alors, vous êtes monté en charge pour avoir une capacité de 500 heures par an. Quel était le coût de cette montée en charge? Est-ce que c'était judicieux le nombre d'implantations à date? Et est-ce qu'il est nécessaire d'aller jusqu'à 1000 à horizon 2027? Alors, il y a 2 éléments. Alors, bien sûr, on parle de capacité, pas de production. Alors, production, ça veut dire quoi en actuel? Ça veut dire, bon, mais il faut qu'on n'achète pas les matériaux pour en faire 500, parce qu'on n'aurait pas les moyens. Donc, bien sûr, la production, le demand planning, il n'est pas à la hauteur des 500, il est à la hauteur de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est une petite dizaine ou un peu moins par mois. Donc, au niveau des matériaux, on ne commande pas pour avoir un stock de matériaux pour en faire 500. Et puis également, quand on dit capacité, et c'est ce qu'on avait dit dans les autres conférences, c'est que on verra assez vite s'il faut, oui ou non, augmenter la production pour arriver à la capacité de 500. On a besoin de 6 mois pour changer de manière importante les volumes de production. Donc, bien sûr, si l'usine, donc la superficie, la salle blanche, nous permet d'arriver à 500, si vous me disiez aujourd'hui 500 divisé par 12, donc c'est à peu près 40 et quelques par mois, on serait pas capable parce qu'on n'a pas les personnes nécessaires et les machines. Donc, on n'a pas non plus investi pour arriver à 500. Maintenant, on a la capacité et on est capable d'y arriver au bout de 6 mois. Donc, on a le temps nécessaire pour réagir si les implantations devaient augmenter rapidement. Alors, est-ce que c'était judicieux? Oui, parce que la production, ça s'augmente pas de manière graduelle, c'est par palier. Et le premier palier minimum, c'était 500. Et 1000, ben, ce sera, bon, on a déjà des plans potentiels et on le fera le moment où on a rétro-planning. Voilà, le moment venu. Merci. Question sur la concurrence. Que pensez de Bivacor, en sachant que les moyens financiers américains n'ont rien à voir avec la France? C'est donc une possibilité de rattraper son retard sur Carmat. Bon, alors, je vais pas en parler, je vais pas émettre d'hypothèse, je vais juste parler de faits. Donc, Bivacor, ils ont démarré avant nous, il y a plus de 30 ans, et ils sont à 3 humains, on est déjà à plus de 70, on a le marquage chez eux, on a une usine et on a des données cliniques qui sont, je pense, assez fortes, hein, on n'a aucune complication. Donc, Bivacor, déjà, il faudra voir ce que ça donne dans l'humain. Faire un humain, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Ça veut dire qu'on l'a fait. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Il y a 2 choses. Les questions qui se sont posées au congrès la semaine dernière, sur 3 patients, le premier a été transplanté à 8 jours et le deuxième à 10 jours. Donc, je laisserai Christian dire ce que ça représente en termes de risque. En général, on ne met pas une machine pour transplanter le patient la semaine qui suit. Donc, vraisemblablement, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Donc, je pense qu'au niveau clinique, de toute façon, je pense que ça sera très compliqué pour les gens de nous égaler. C'est le premier point. Ça vaut pas seulement pour Bivacor et je vais pas rentrer dans les détails de Bivacor. Et je pense, de toute façon, on en saura beaucoup plus très rapidement. Mais bon, c'est clair qu'il y a un gros doute. Transplanter à 8 jours et 10 jours, c'est pas forcément un très bon signe. Bon, ça, c'est le premier point. Maintenant, vous savez, la capacité des Américains à financer plus que l'Europe, je peux vous dire que le financement des medtech, c'est sinistré au niveau mondial. Donc, je pense qu'Américain ou pas, ça change pas grand-chose.
De toute façon, c'est la raison pour laquelle également ils ont mis du temps à se développer. Ils n'ont pas trouvé beaucoup de financement non plus. Je pense que c'est très difficile de se financer. Et même si cette année, ça a été beaucoup plus compliqué pour nous, je pense qu'on a été la seule société en medtech dans le monde entier à pouvoir avoir pu se financer autant dans les 7 dernières années. Et c'est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui, on a un marquage chez eux, on a une usine et on implante plus d'un patient par semaine en Europe. Donc, je pense que ça nous a donné la capacité d'aller beaucoup plus vite. Donc, moi, ce qui nous fait peur, c'est pas la capacité de financement par rapport à Bivacor. Je pense qu'il devrait préoccuper les gens si on regarde de compétition, c'est est-ce que oui ou non, une technologie en développement sera capable de nous égaler et vraisemblablement, ce ne sera pas le cas. Et bien sûr, je ne vais pas porter de jugement, c'est juste une observation. Transplanter des patients à 8 jours et 10 jours, ce n'est pas forcément un bon signe. D'autant plus le risque que ça représente et le peu de données que ça donne à la société qui développe cette technologie. Donc, je suis sur la même longueur d'onde que Stéphane. Tout à l'heure, vous nous disiez quand est-ce qu'on va passer à la destination therapy. On vous a dit on fait du bridge à la transplantation pour valider la durabilité et la fiabilité. Vous m'accorderez que la durabilité à 10 jours, ça veut juste dire qu'ils ont pu implanter la machine, que le patient a survécu 10 jours, il a tiré, entre guillemets, aucun bénéfice de récupération de son organisme pendant 10 jours, puisque c'est à peine le temps pour se remettre du choc opératoire de l'implantation de la machine. Donc voilà. Alors je ne sais pas si c'était une stratégie qui était prévue ou ils se sont rattrapés comme ça, peu importe. Mais ça fait partie de l'avancée de ce genre de programme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des imprévus, ça leur a peut-être forcé la main, je ne sais pas, je n'ai pas du tout les données, mais il y a sans doute aussi peut-être une question de raison. Ils se sont dit, ça a duré 10 jours, on les a transplantés, ils sont vivants, au moins, voilà, mais il y a encore du chemin pour nous rattraper, entre guillemets. En tout cas, d'un point de vue purement cynique, pour nous, ou pour quelques sociétés que ce soit, faire des patients à 8 jours et 10 jours, ça n'apporte rien dans la course à l'étude clinique parce qu'on n'apprend rien du tout, si ce n'est que ça fonctionne pas. Donc, c'est très bien, mais aujourd'hui, en tout cas pour nous, c'est pas du tout une préoccupation, ça ne l'a jamais été. Je pense qu'on a mis la barre tellement haute que ça sera très compliqué d'y arriver. Comme je disais, ne pas avoir de complications avec une anticoagulation aussi basse, je pense que ça serait très compliqué pour quelqu'un d'arriver avec ça. Voilà. Donc, ce n'est pas une préoccupation. Merci. On revient aux questions financières. Monsieur Pierre avait évoqué une éventuelle cotation à l'époque au Nasdaq. Qu'en est-il? Est-ce que ce ne serait pas judicieux justement pour trouver de gros investisseurs? Alors oui, mais il faut les conditions pour. Hein. Alors, vous savez, le monde change. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment mais le Nasdaq, comme vous l'avez vu, comme toutes les bourses du monde, est de moins en moins, pardonne de moins en moins les temps longs de développement. S'il était possible, il y a 10-15 ans de côté des sociétés de dispositifs médicaux sans vente ou très peu de vente, maintenant ça ne l'est plus. Et de plus, le marché exige de voir des croissances de trimestre en trimestre qui sont conséquentes. Alors, c'est notre, je dirais, c'est notre dynamique aujourd'hui. Maintenant, il y a une vraie question du double listing parce que on a déjà levé, on espère et on le pense fermement, plus de 3/4 de ce dont on a besoin pour arriver à la profitabilité. Donc, ça veut dire que ce qui nous reste, c'est minime par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Donc, est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, de faire un double listing? Alors, c'est une très bonne question. Peut-être qu'on va s'y repencher. En tout cas, on y a travaillé, surtout Pascal durement. Donc, je pense pas, on est prêt. Je pense qu'on pourrait. Oui, si on devait le faire, on serait prêt. On pourrait être prêt très rapidement. Aujourd'hui, comme Stéphane l'a dit, les conditions ne sont pas réunies, mais rien n'est jamais exclu non plus. Donc, ça peut rester une perspective, mais c'est pas dans les conditions actuelles, ça sera pas quelque chose de court terme. Et j'ajouterais qu'effectivement, de plus en plus, pour pouvoir se coter au Nasdaq, c'est bien d'avoir une activité un peu plus substantielle aux États-Unis. Donc là, on va reprendre notre étude EFS à partir aux États-Unis, donc à partir du premier trimestre de l'année prochaine.
peut-être qu'effectivement, ça va faire évoluer un peu les choses, mais à très, très court terme, c'est pas quelque chose c'est pas une chose sur laquelle on travaille activement. C'est un peu la différence avec la biotech. J'anticipe une question. Quelqu'un dira, mais Abivax, ils sont mis au Nasdaq, ils ont levé plus de 100 millions. C'est de la biotech. Mais on est toujours prêt. Mais on est prêt. Donc, je pense qu'on a montré chez Carmat, c'est qu'on est très flexible. Donc, on est prêt et pourquoi pas. Donc, mais c'est un très bon point. C'est vrai que ça pourrait nous permettre de lever une somme parce que tout est, bien sûr, on peut réussir un IPO comme l'a loupé. Mais il faut être dans les bonnes conditions. Donc, on se prépare et on en parlera peut-être un jour, mais c'est plus la priorité du moment. Voilà. Merci. Stratégiquement, on parle de plus en plus de la destination therapy, donc thérapie définitive. Est-ce que c'est quelque chose qui est coûteux et du coup qui éloigne l'horizon d'équilibre financier? Non, c'est exactement la même chose. Alors je dirais il y a plusieurs opportunités. Bon, la première opportunité, c'est que là, il y aura plus de discussion parce qu'il y a plein de patients là pour le coup qui meurent tous les jours, qui n'ont aucune option et ils ont rien d'autre. Donc là, il n'y a pas de discussion dire qu'est-ce qu'on fait ci ou ça. Premier point. Il n'y a pas d'autres technologies en plus, pas d'autres solutions. Ça n'a aucun autre coût, c'est la même prothèse. Peut-être d'ailleurs, ce sera l'opportunité pour augmenter le prix ou le coût du service, parce que bien sûr, ce ne sera pas une prothèse qui sera changée au bout de 6, 3, 4, 9, 10, 12 mois ou un peu plus. Ce sera une prothèse qui devra durer des années. C'est la même prothèse, donc ça donnera également plus de garanties pour nos patients en bridge to transplant. Donc la raison pour laquelle on y arrive maintenant, alors c'est ce que je dis depuis que je suis arrivé, mais c'est pas parce que c'est l'histoire du dispositif. L'expérience en cardiologie, que ce soit une valve il faut une dizaine d'années pour stabiliser une technologie. Donc, ça fait 8 ans qu'on commence vraiment à produire la prothèse telle qu'elle est dessinée aujourd'hui. Donc, on a beaucoup appris. Le plus gros sujet ou l'un des plus gros sujets, c'était l'électronique. Heureusement, maintenant, on est content d'être arrivé au bout parce qu'il y a eu beaucoup de sujets. Et le dernier sujet, on l'a traité récemment et on en est très content. On est confiant que le produit qu'on aura maintenant, ça sera un produit qui pourra durer très, 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 très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en tout cas que ce qu'on pouvait démontrer il y a des années. Même si on a eu des résultats très probants, on a fait 25 mois il y a des années et le produit fonctionnait très bien. Mais le but, c'est pas d'avoir un cas qui arrive à 3-4 ans, c'est qu'il y en ait 95% qui arrivent à 3-4 ans sans problème. Donc aujourd'hui, en termes de fiabilité, on a résolu tous les problèmes qui étaient existants, qu'on avait identifiés à l'arrêt de la production en 2021. Ça, c'est déjà la très bonne nouvelle. Et second point, grâce aux études cliniques actuelles et les bancs d'essai, bien sûr, on a pu observer que des petites choses qu'on avait réglées ou qu'on devait régler. Donc l'an prochain, on va pouvoir démarrer la destination. Donc ça n'a aucun coût supplémentaire. Ça fait partie du développement de ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire et c'est une opportunité supplémentaire. Parce que même également pour la thérapie de pont à la transplantation, je pense que ça encouragera les gens qui ne savent pas s'ils vont pouvoir transplanter le patient à court terme. C'est les gens qui disent, s'ils font la destination, ça veut dire que le produit dure très longtemps. Donc, je peux dormir sur mes 2 oreilles, même si le patient n'est pas transplanté à 1 année. Donc, c'est qu'une opportunité. On n'en a pas parlé jusque maintenant parce que bien sûr c'est notre vision, mais étant donné que maintenant on comprend mieux la prothèse et on sait quand on aura une prothèse prête à la thérapie définitive, c'est l'an prochain, on va redémarrer les études, mais le coût il est marginal. Merci. Question en corollaire. Est-ce que du coup pour une prothèse en destination thérapie, vous pourrez envisager de vous passer de la batterie extérieure ou c'est complètement indépendant? Excusez-moi. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un développement d'envisager pour une source d'énergie implantable? Alors, pas une batterie extérieure. Pour une source d'énergie, alors il y a une société française qui fait quelque chose de très intéressant qui s'appelle Fine Art à Bordeaux. Alors eux, ils ont déjà un système à induction qui est très élégant, qui vient un peu de l'idée du CRM, des défibrillateurs. Alors pour eux, c'est possible parce que ils ont une consommation à 4,5 watts. Alors, d'énergie. Donc, il y a 2 éléments pour nous. Nous, on est à beaucoup plus, bien sûr, parce qu'on fait beaucoup plus de choses. Donc, il va falloir qu'on travaille chez nous en interne ce qu'on va faire, notamment avec peut-être une autorégulation
différentes. Donc, on va pouvoir faire des travaux à court terme, mais ça va pas nous abaisser la consommation de manière notable. Mais bon, ça sera déjà un pas en avant. Mais bien sûr, il faut qu'on ait des technologies qui soient un peu moins invasives parce que cette société de Bordeaux qui a fait un très beau travail, j'en profite pour le souligner, même s'ils consomment que 4,5 je dirais watts, ils ont quand même une rondelle qui est assez grosse et puis quand même un boîtier qui est gros. Donc, imaginez même nous, si on devait arriver à 3 fois leur consommation, ça ferait quand même un dispositif qui est assez gros à insérer dans le corps. Et encore une fois, même si c'est plus élégant de ne pas avoir un câble qui traverse bien sûr l'abdomen et moins risque d'infection, il faudra toujours un dispositif qui sera près de cette plaque qui est. Donc je pense que c'est pas forcément l'induction la solution, mais bien sûr on y pense. De notre côté, ce qu'on a à faire, c'est réduire la consommation, ce à quoi on travaillera. Et d'un autre côté, il faudra que l'induction ou la technologie des batteries fasse des efforts et des progrès, ce qui est le cas. Donc, ça sera pas aujourd'hui, c'est pas lié à la destination de toute façon. Ça fait partie de notre roadmap, mais ça dépendra de notre capacité à réduire la consommation et à la capacité des gens qui développent technologie à trouver quelque chose d'intéressant. Voilà. Merci. Quelques questions sur les nombres. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre. Combien y a-t-il d'implantés Carmat vivants à ce jour et quelle est la longévité maximum atteinte? Alors, la longévité maximum atteinte, c'est 25 mois. Parce que maintenant, on les transplante rapidement. C'était une destination de la vieille cohorte. Je crois qu'en support, qui n'ont pas été transplantés. Alors, on a écrit 19 patients transplantés post-Carmat, c'est beaucoup plus. Mais bon, comme étant public, on updatera bientôt. Mais c'est beaucoup plus qu'une vingtaine. Et donc, qui reste sur le système aujourd'hui, c'est une. Oui, c'est toujours ça aussi, entre 15 et 20 ces derniers jours. Après, il y a des transplantations qui arrivent régulièrement. Donc, c'est cette grandeur-là. Oui. Merci. La même personne pose la question sur combien y a-t-il d'ingénieurs et de salariés chez Carmat? Alors, au niveau des salariés, on est autour de 175 et la majeure partie sont des ingénieurs, je pense 60%. Oui, à peu près. Donc, on a une grosse, bien sûr, un gros poids production, recherche et développement. Très bien. Merci. Alors, je rappelle qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes pour ce webinaire. Donc, il y a encore quelques questions. Quel est le risque de rachat par un groupe étranger qui tirerait les marrons du feu? Alors, je ne sais pas si c'est un risque ou une opportunité. Ça dépend comment on le voit. Bon, le risque, je suppose que la personne le dit parce que peut-être qu'elle voudrait que la boîte reste française et peut-être également avoir, bien sûr, un retour sur investissement important. Mais le deuxième point n'est pas impossible. Hein. C'est un point de valorisation de discussion. Le risque, vous savez, c'est intéressant, on en parle tout le temps. Alors moi, je viens de l'autre côté de la barrière. Hein. J'achetais des groupes quand je faisais partie d'un gros groupe. Puis je dévoile rien. On a toujours des discussions avec les gens. Hein. Abbott nous regarde, on aura un call avec Johnson & Johnson. Il n'y a rien du tout, mais c'est juste de l'update classique. Ça fait partie du travail. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à il y a 10-15 ans, c'est que les gros groupes, c'est pas le prix qui les intéresse, parce qu'il y a des gens qui disent c'est l'effet d'aubaine, Carmat. Hein. On investit 500 millions, ça vaut 100 ou un peu moins. Ils sont très avancés, ils ont un super potentiel. C'est pas comme ça qu'ils réagissent. C'est qu'ils ont beaucoup d'argent, donc c'est pas le prix qui les inquiète. Ça, c'est pas le sujet. Mais les groupes ne font plus de recherche et développement. Ils ont passé la recherche et développement aux startups, aux sociétés comme nous. Carmat, ça se développerait jamais au sein d'un gros groupe. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est une société, un asset stable et dérisqué. Donc, je pense que la probabilité, alors après, peut-être que je vais être démenti, mais la probabilité, elle n'est pas très élevée, mais on nous suit régulièrement, on discute régulièrement avec les stratégiques, et ils savent ce qu'on fait, ils sont intéressés à nous regarder, mais ils veulent des assets dérisqués et stables. La preuve en est, si vous regardez Johnson, ils ont racheté des sociétés qui avaient des centaines de millions de dollars de ventes, hein, Shockwave et Abiomed. Il y a quelqu'un qui est un outlier, c'est Edwards, qui rachète encore des startups. C'est les seuls qui sont capables d'intégrer des startups, ils font encore de la R&D, mais c'est pas une société qui a vraiment les épaules pour un produit comme le nôtre. Donc le risque, si on veut le qualifier de risque, je veux dire la probabilité plus que risque, j'appellerais ça. La probabilité est faible aujourd'hui, mais elle sera grandissante au fur et à mesure que les ventes augmentent et qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles au niveau de la qualité. Merci. On revient à l'augmentation de capital. Est-ce que dans ce cadre, il y a les apports en compte courant de la part des associés historiques?
Je pense qu'on non, il n'y a non, il n'y a pas d'apport en compte courant du tout. Est-ce qu'il y a peut-être des engagements de souscription? En revanche, il y a des engagements de souscription, comme je l'ai dit. Donc, il y a des engagements totaux sur l'opération à hauteur de 6,9 millions d'euros, donc qui représentent à peu près 65% du montant cible de l'opération. Et parmi ces engagements, il y a 4,5 millions d'euros qui viennent des deux investisseurs historiques, actionnaires historiques, que sont Santé Holdings, donc Dr Antonino Ligresti, et Loas, donc avec Pierre Bastide. Merci. Une question, si ce n'est pas indiscret, le management de Carmat est-il actionnaire à titre individuel et à quel niveau? Alors, je ne sais plus à quel niveau, mais je peux vous dire qu'en cumulé, j'ai investi personnellement plus de 500 000 euros. Mais depuis des années avant que j'arrive chez Carmat. Hein. Je crois qu'avant Carmat, je devais être à 350 000. Et quand je suis arrivé à Carmat la première année, j'avais rajouté 150 000, je crois, euros. Donc, un demi-million d'euros. J'ai investi chez Carmat à titre personnel, en plus des actions que j'aurais pu recevoir, bien sûr, par Carmat. Merci Stéphane. Une autre question très pratico-pratique, je vais peut-être même moi pouvoir répondre. Est-ce que pour souscrire, il faut passer par vous directement ou par la banque? Alors, on confirme qu'il faut passer par votre intermédiaire financier, votre banque ou votre courtier en ligne pour souscrire à cette opération. Une question d'un autre actionnaire. Que pouvez-vous répondre à un petit porteur qui a déjà perdu plusieurs milliers d'euros pour l'inciter à participer à cette nouvelle augmentation de capital? Alors bien sûr, notre rôle, c'est pas de promouvoir l'investissement. Nous, on vous explique où on en est. Et bien sûr, c'est à l'actionnaire de décider si oui ou non il pense qu'il y a des éléments suffisants pour être convaincu d'investir sur un investissement qui lui donnera satisfaction au niveau financier. Maintenant, d'un point purement factuel, c'est une société qui a investi 500 millions, qui est valorisée un peu moins de 100, qui a un avantage compétitif élevé, qui a un prix qui est bas. J'arrête jamais de parler d'Abiomed. Je pense que c'est un bon exemple à regarder. Et après, chacun peut se faire son idée, mais on n'a pas c'est pas à nous pour promouvoir l'investissement des gens. Donc, nous, on vous explique ce qu'on fait en espérant vous convaincre qu'on va créer de la valeur très rapidement. Merci Stéphane. En effet, une réponse qui s'apparente presque à une conclusion parce qu'on n'a pas de nouvelles questions à ce stade-là. Merci beaucoup à tous et on vous souhaite une bonne soirée et une bonne réflexion. Au revoir. Merci à tous.